Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Perpalfil. Je voudrais vous présenter un livre de John Stuart Mill, L'asservissement des femmes, qu'il a publié en 1869. Contrairement à ce que le titre pourrait laisser penser, ce n'est pas un livre qui prône l'asservissement des femmes, mais c'est un livre qui se bat contre l'asservissement des femmes. John Stuart Mill est un philosophe anglais. Il est né en 1806 et mort en 1873. C'est donc un livre publié à la fin de sa carrière. John Stuart Mill est très connu pour relever du courant philosophique qu'on appelle l'utilitarisme. Il a en effet été l'élève de Bentham, un des tout premiers grands philosophes utilitaristes, et c'est son père qui a tenu à ce que John Stuart Mill soit élevé, éduqué, enseigné par Bentham, parce qu'il voulait qu'il prenne la relève dans le courant utilitariste après la mort de Bentham. Mais le livre que je vais vous présenter aujourd'hui m'intéresse par un autre trait de John Stuart Mill, qui est le fait qu'il était féministe. L'asservissement des femmes, publié en 1869, est un essai de 150 pages. C'est un peu long, mais ça se lit très facilement. Le propos est très clair, très fluide. Mill est un philosophe qui écrit très bien. Et il a écrit ce livre pour présenter des objections à ceux qui soutiennent la domination des hommes sur les femmes. Lui présente donc des arguments en faveur de la libération des femmes. Et son essai se construit un peu comme un dialogue entre ce qu'il affirme, les objections que font ses adversaires et ses propres réponses. C'est pourquoi j'adopterai cette présentation dans les schémas. Commençons avec le premier chapitre, où Mill s'intéresse à un argument principal quand on parle de la domination de l'homme sur la femme, qui est l'argument de la nature. L'asservissement des femmes par les hommes serait un asservissement naturel. Pour Mill, cet argument résulte d'une idolâtrie pour la nature. Autrement dit, les êtres humains ont une adoration irrationnelle pour tout ce qui est naturel. Puisque c'est naturel, alors il faut que ce soit comme ça, il faut le respecter. Or, pour Mill, l'asservissement des femmes n'a aucun fondement rationnel. À cela, ses adversaires répondent que si cet asservissement dure depuis si longtemps et qu'on le constate dans tant de pays, c'est qu'il doit y avoir une part d'efficacité naturelle démontrée par l'expérience. Mill répond d'abord qu'aucune autre organisation sociale n'a été testée, au moins dans son pays, qui est l'Angleterre, mais aussi dans de nombreux pays au monde. Autrement dit, la soi-disant efficacité naturelle n'a pas été prouvée. Pour la prouver, il faudrait tester d'autres organisations sociales dans lesquelles les femmes ne sont pas asservies aux hommes, pour voir si vraiment l'asservissement des femmes est l'organisation sociale la plus efficace. Pour Mill, l'asservissement des femmes organisées dans la société entérine en fait un état de fait qui est la loi du plus fort. C'est exactement la même chose que ce qui se passait quand on justifiait encore l'esclavage. À ceci, ses adversaires répondent que l'esclavage était une domination injuste. Et d'ailleurs, à l'époque de Mill, on en est sorti. Alors que la domination de l'homme sur la femme est naturelle. À cet argument, Mill répond que toute domination a paru naturelle. Par exemple, on a justifié pendant très longtemps l'esclavage en disant que certains êtres humains naissaient avec une nature libre, ils étaient faits pour la liberté, alors que d'autres êtres humains naissaient avec une nature esclave, ils étaient faits pour être esclaves. De même, le despotisme, c'est-à-dire la domination d'un homme, d'un roi, d'un despote sur le reste du peuple, a été justifié par l'argument de la nature en disant que c'était une autorité paternelle, le despote est comme le père du peuple qui est son enfant. Pour Mill, c'est une confusion qu'on retrouve d'ailleurs très souvent dans les adversaires des philosophes, une confusion entre habituel et naturel. Parce que nous avons l'habitude d'une certaine domination d'une partie du peuple sur une autre, des hommes libres sur les esclaves, du roi sur le peuple ou des hommes sur les femmes, nous pensons que c'est naturel parce que c'est ce que nous constatons le plus souvent autour de nous, c'est ce qui est normal. Mais normal et naturel, ça n'est pas la même chose. À cela, les adversaires de Mill répondent que les femmes ne se rebellent pas. Elles se soumettent volontairement à la domination masculine. C'est donc qu'elles y trouvent leur compte et que c'est une bonne chose. Mill va répondre
que si les femmes ne se rebellent pas, c'est parce qu'il n'y a pas seulement une soumission contrainte par la force des femmes envers les hommes, mais qu'il y a aussi une soumission via l'éducation. Leur esprit est asservi parce qu'on éduque les femmes afin de leur apprendre à renoncer à leur volonté et à se soumettre à la volonté des hommes. De plus, dans beaucoup de pays, à l'époque de 1000, mais même dans les époques précédentes, on constate que beaucoup de femmes protestent contre cette domination des hommes sur elles et réclament d'avoir les mêmes droits que les hommes. C'est donc bien que les femmes ne se soumettent pas volontairement. Pour 1000, ce système de domination des hommes sur les femmes est choquant parce qu'il va à l'encontre des principes de la société moderne. Cette société est basée notamment sur deux principes. Le premier qui est que tout individu est libre de choisir sa vie, et le deuxième qui est que c'est sur la concurrence que se fonde le progrès. Or, la domination des hommes sur les femmes, organisée par la loi et par la société, empêche les femmes de choisir leur vie. Elles déclarent pour elles que dès la naissance, parce qu'elles sont femmes, elles seront vouées à se marier et à faire des enfants. Et elles les empêchent de participer à la libre concurrence pour accéder à un métier, par exemple. Et donc, par là même, ça va être un obstacle au progrès de la société. Mais, répondent les adversaires de 1000, si on laisse les femmes libres de choisir, comme 1000 le propose, libres de choisir si elles veulent se marier ou pas, si elles veulent exercer un métier ou pas, alors elles vont aller contre leur vocation naturelle. Cette vocation naturelle étant évidemment le mariage et de faire des enfants et de s'en occuper. Alors là, on a l'objection la plus fine et la plus croustillante de tout ce premier chapitre. 1000 répond que si vraiment, chez les femmes, se marier et faire des enfants est une vocation naturelle, alors il est impossible qu'elles aillent contre cette vocation. En effet, si elles tentent par exemple d'exercer un métier et de ne pas se marier, de ne pas faire d'enfants, elles seront malheureuses, elles ne seront pas épanouies et naturellement, elles vont donc retourner vers leur vocation naturelle qui est le mariage et faire des enfants. Autrement dit, si les adversaires de 1000, les hommes qui veulent dominer les femmes, pensent qu'en laissant les femmes libres de choisir, elles vont refuser de se marier ou de faire des enfants, c'est donc qu'ils pensent que ce n'est pas une vocation naturelle. Ils se contredisent eux-mêmes en donnant cette objection. Il y a une autre possibilité, dit 1000. On peut soutenir que ce n'est pas une vocation naturelle que les femmes se marient et fassent des enfants, mais que la société a quand même besoin que les femmes se marient et fassent des enfants. Et donc, il faudrait que la société assume cette position en disant, certes, vous n'en avez pas envie, mais c'est comme ça, on a besoin que vous vous mariez, que vous fassiez des enfants, que vous n'exerciez pas de métier, que vous soyez soumise aux hommes et que vous n'ayez aucun droit. Si vraiment on tient à ce que la société soit organisée comme ça, 1000 propose que plutôt que de contraindre les femmes par la force, il faudrait rendre le mariage attrayant. Ainsi, les femmes auraient envie de se marier, elles gagneraient à se marier et à faire des enfants. Pourquoi alors on ne rend pas le mariage attrayant pour les femmes ? Les adversaires de 1000 sont bien contraints de reconnaître que si on ne rend pas le mariage attrayant, c'est en fait parce que ce que les hommes ne veulent pas, c'est être sur un pied d'égalité avec leurs épouses. Ce qui leur fait peur, ce n'est pas tant que les femmes refusent de se marier, puisque tous les êtres humains rêvent de l'amour, de trouver un conjoint, de fonder une famille. Ce qui leur fait peur, c'est plutôt que les femmes soient sur un pied d'égalité avec eux. C'est pourquoi dans son deuxième chapitre, 1000 va s'intéresser à la question du mariage. À son époque, en Angleterre, du point de vue de la loi, légalement parlant, l'épouse est comme une esclave, elle est comme l'esclave de son époux. En effet, elle n'a aucun droit, elle n'a aucun bien. Tous les biens qu'elle pouvait posséder avant de se marier, par exemple parce qu'elle les aurait hérités de ses parents, passent à son époux, elle ne possède plus rien, elle n'a aucune liberté d'action, elle ne peut rien faire et rien décider sans l'autorisation de son mari, elle n'a pas d'autorité sur ses propres enfants qu'elle a portés et mis au monde, et en plus, elle doit satisfaire sexuellement son mari. On a là un argument que 1000 développe un peu et qui est assez novateur par rapport à son époque, puisqu'il envisage en fait ce qu'on appelle aujourd'hui le viol au sein du mariage, c'est-à-dire qu'il dit qu'une femme est contrainte de satisfaire sexuellement son mari, même si elle n'en a pas envie.
À cela, ses adversaires répondent que s'il n'y a pas de chef dans le couple, si on ne prévoit pas qui va avoir l'autorité, alors qui tranchera en cas de désaccord au sein du couple? Mill répond que cette objection, cette question qui objecte à ce qu'il vient de dire est complètement absurde. En effet, dans la société, il y a bien des hommes qui s'associent en affaires pour monter des entreprises, et la loi les laisse libres de s'entendre via un contrat sur qui fera quelle tâche, qui aura l'autorité, est-ce qu'ils seront tout à fait à égalité ou pas. Il propose donc de faire pareil au sein du mariage, faire un contrat de mariage, et l'homme et la femme décident librement qui va décider de quoi, qui aura l'autorité, etc. Cela aurait en plus une conséquence positive, plusieurs conséquences positives d'ailleurs. À la fois, donc, cela permettrait le bonheur de la femme, ça permettrait aussi le bonheur du couple, puisque, comme le remarque Mill, beaucoup de femmes savent mener la vie dure à leur mari quand elles ne sont pas d'accord avec eux. Et enfin, cela permettrait l'amélioration morale des hommes vraiment au sens masculin, puisqu'ils seraient moins encouragés à se montrer despotiques. En effet, pour Mill, la loi leur permettant de se montrer despotiques, tous les hommes ne sont pas effectivement dans leur couple des despotes, mais la loi les encourage à se montrer despotiques et pour une raison ou une autre, cela pourrait éclater, ce trait de caractère pourrait éclater chez eux envers leurs femmes. Dans le 3e chapitre, Mill s'intéresse au métier, laisser les femmes libres de pouvoir choisir et exercer un métier. À cette proposition, ses adversaires soutiennent deux choses. D'abord, qu'on ne peut pas laisser les femmes exercer un métier parce qu'elles sont inférieures intellectuellement aux hommes, et ensuite que la société n'a pas intérêt à ce que les femmes travaillent. Mill va donc répondre à ces deux points. Tout d'abord, sur le premier point, l'histoire a largement prouvé que de nombreuses femmes peuvent être meilleures que beaucoup d'hommes dans tous les domaines. Il cite notamment 3 exemples. Déborah, qui est un personnage de la Bible, une femme qui était juge, donc qui exerçait une grande autorité sur le peuple. Jeanne d'Arc, qui a su mener les Français à de nombreuses victoires militaires, qui était un grand stratège. Et enfin, pour les Anglais, puisque Mill est anglais, leur propre reine, qui exerce une grande autorité. Concernant le deuxième point, puisqu'on vient de dire que les femmes peuvent être meilleures que beaucoup d'hommes dans tous les domaines, pourquoi alors priver la société de ses talents ? Comment peut-on soutenir que la société n'a pas intérêt à ce que les femmes travaillent si elles peuvent se montrer meilleures qu'un certain nombre d'hommes dans plusieurs domaines ? Pour Mill, la meilleure solution, c'est de laisser la concurrence choisir les meilleurs. Laisser les femmes en concurrence avec les hommes sur les places à prendre dans différents postes, dans différents métiers, et laisser les patrons choisir les meilleurs, que ce soit des hommes ou des femmes. Ainsi, une femme ne pourra pas prendre la place d'un homme meilleur qu'elle, tout comme un homme moins bon qu'un autre homme ne pourra pas, si on laisse la concurrence libre de s'exercer, prendre la place d'un homme meilleur que lui. Mais, répondent les adversaires de Mill, les femmes souffrent de sensibilité nerveuse, qui fait qu'elles ne peuvent pas se maîtriser, elles ne soutiennent pas bien la pression, la concurrence, etc. À ceci, Mill répond que cette soi-disant sensibilité nerveuse, qui était un argument très puissant à son époque, qui aujourd'hui a perdu toute pertinence, est d'une part un effet de l'éducation, puisqu'on maintient les femmes enfermées sans pratiquer de l'activité physique, elles sont effectivement plus faibles physiquement et nerveusement, mais c'est aussi un effet de mode. Mill remarque qu'il y a beaucoup moins de ce qu'on appelait les crises d'hystérie ou les pâmoisons, il y en a beaucoup moins à son époque qu'il pouvait y en avoir dans les époques précédentes. Ses adversaires vont répondre que tout de même, les femmes sont moins intelligentes que les hommes parce qu'elles ont un cerveau plus petit, et cela est prouvé scientifiquement grâce à la dissection des corps. Mill répond donc de manière assez avec cynisme et avec moquerie, que si vraiment les femmes sont moins intelligentes que les hommes parce qu'elles ont un cerveau plus petit, alors cela signifie que les éléphants sont plus intelligents que les hommes parce qu'ils ont un cerveau plus gros qu'eux. Autrement dit, ce que Mill veut dire, c'est qu'il n'est pas prouvé que ce soit la taille du cerveau qui rend les personnes plus intelligentes. Enfin, ses adversaires vont objecter que peu de femmes ont brillé jusqu'ici par leur originalité, que ce soit dans les domaines artistiques, en peinture, en littérature, ou dans les domaines scientifiques. Mill répond que peu d'hommes ont brillé par leur originalité dans ces domaines sans avoir une grande
érudition, sans avoir eu une grande éducation. Or, on refuse cette éducation aux femmes. Comment veut-on donc qu'elles s'illustrent dans les domaines artistiques ou scientifiques? De plus, les rares femmes qui se sont illustrées dans ces domaines étaient amatrices. Ce que veut dire Mills, c'est qu'en plus de pratiquer la peinture, la littérature ou la science, de faire des recherches et des expériences, elles devaient gérer leur maisonnée en même temps, s'occuper des enfants, les porter, les mettre au monde, les éduquer, etc. Autrement dit, le fait qu'elles aient réussi à briller tout en faisant ça en plus, alors que les hommes, eux, peuvent se consacrer uniquement à la peinture, à la littérature ou à la science, prouve bien qu'elles sont très intelligentes. Dans son 4e et dernier chapitre, Mill termine avec la question du bénéfice. En effet, ses adversaires posent une question. Est-ce que l'humanité s'en trouverait mieux si les femmes étaient libres, libres de se marier, d'avoir une éducation, d'exercer un métier et de bénéficier des mêmes droits que les hommes? Mill répond à cette question oui, 3 fois oui. Tout d'abord, les hommes, d'un point de vue masculin, s'amélioreraient. D'un point de vue moral, ils seraient moins égoïstes, moins méprisants, moins despotiques, moins vaniteux, moins arrogants. Deuxièmement, la somme de facultés intellectuelles mises au service de l'humanité doublerait. Donc les découvertes, les inventions aussi, donc l'humanité progresserait. Troisièmement, les femmes exerceraient une influence bénéfique sur les sentiments humains, et notamment, selon Mill, il y aurait moins de violence, non pas parce que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes, Mill ne croit pas du tout à cette nature féminine, mais parce que les femmes sont les premières victimes des violences. Et donc les victimes ont tendance à œuvrer pour qu'il y ait moins de violence, parce qu'elles ne veulent pas les subir. Et aussi, il y aurait un peu plus de soucis des autres, et notamment de soucis des enfants. Les femmes de qui on se soucie peu ont en effet plus tendance à faire attention à ceux qu'on laisse de côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous incitera à aller lire ce livre très intéressant de John Stuart Mill qui garde encore toute son actualité pour de nombreux arguments. À bientôt pour une nouvelle vidéo, se perd pas le fil.